Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Pour accéder à une grosse promo et 1 mois gratuit sur le plan de 2 ans, allez sur nordvpn.org/SiriusNorth ou bien utilisez le code promo SiriusNorth. Plus d'informations à la fin de la vidéo. Je ne suis pas méchant. Personne n'est méchant. C'est fort de dire ça. C'est fort et c'est a priori faux. On a tous été victimes de méchanceté. On connaît tous quelqu'un qui est méchant. C'est même essentiel, les méchants. Une bonne histoire, c'est une histoire avec un bon méchant. On peut penser aux plus grands méchants du cinéma, par exemple. Dark Vador, Sauron, Hannibal Lecter, le Joker. Au passage, si vous écoutez des podcasts, on a fait un épisode qui s'appelle « Le meilleur méchant de cinéma » avec JB de Tales from the Click et Aurélien Prévost. Je vous mets un lien dans la description où on parle de ce méchant-là, justement. Je crois que c'était il y a 2 ans. Enfin voilà, ça c'est du beau méchant, quoi. Et d'ailleurs, l'expression « beau méchant », elle est intéressante. Parce qu'on voit pas comment un méchant pourrait être beau, et pourtant, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Ces méchants que j'ai cités, on pourra en parler longtemps. Et ils ont quelque chose qui fait que ce ne sont pas que de simples méchants. Dark Vador, par exemple, c'est pas un simple méchant. C'est un homme brisé parce qu'il a perdu la femme qu'il aimait et ses enfants, en plus de la pression incommensurable d'être potentiellement un élu. Sauron, c'est un être qui souhaitait unifier la terre du milieu sous un seul et même pouvoir, supérieur aux autres, le sien. Hannibal Lecter, c'est un psychiatre extrêmement intelligent, avec un sens de l'esthétisme poussé au max, mais surtout un très jeune orphelin qui a vu sa petite sœur se faire manger sous ses yeux. Et le Joker, c'est un malade mental. Est-ce qu'un malade mental peut être réellement considéré comme un méchant? Chacun de ces personnages mériterait une vidéo en entier, hein. On pourrait nuancer mon propos sur plein d'aspects, mais ça change pas vraiment là où je veux en venir. Pourquoi ils sont méchants? Pourquoi on les appelle méchants? Il y a un philosophe qui s'appelle Vladimir Jankélévitch. Donc il est mort le siècle dernier, hein, en 85, à Paris. Donc vraiment, c'était il y a pas longtemps. C'est tellement il y a pas longtemps que pour l'anecdote, je connais des gens dont le prof, c'était Jankélévitch. Voilà, je trouve ça fou. Eh bien, il a dit la chose suivante, et plutôt que de le lire, on va le laisser s'exprimer. Ça donne ça. Lorsqu'on a épuisé toutes les explications du comportement de quelqu'un et que on voit que ce comportement ne s'explique ni par l'absence de lucidité, il est au contraire parfaitement lucide, ni par l'hérédité, son hérédité est intacte, ni par sa santé est très bonne, ni par ses nerfs, il n'a jamais été soigné pour ses nerfs, il ne souffre d'aucune affection pathologique ni autre, ni par quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas? Eh bien, ce comportement ne peut s'expliquer que par la méchanceté. La méchanceté est une limite, n'est-ce pas, au sens phénoménologique du mot, c'est-à-dire qu'elle n'est pas palpable. Rien dans la méchanceté n'est positivement méchant, et pourtant cet homme est méchant. Donc pour Jankélévitch, la méchanceté, c'est ce qu'on dit quand on ne sait plus quoi dire, en fait. C'est une limite. Moi, quand mes proches me traitent de méchant, c'est parce qu'ils savent que je suis pas stupide, ils savent que je suis pas névrosé à ce point, ils savent que, voilà, il n'y a pas de raison particulière. Et donc, en fait, il reste que ça, quoi. Je suis méchant. Ça devient la seule explication. Alors qu'en fait, je fais un acte de méchanceté. C'est quelque chose qu'on a tous fait ou qu'on fera tous. Mais c'est pas pour autant que je suis méchant. Les méchants de cinéma, on les appelle méchants parce que c'est plus simple en fait. On n'a pas toujours toutes les explications. Soit on nous les donne pas, soit c'est compliqué d'aller les chercher, soit il faut vraiment analyser le personnage. On les appelle méchants. Les appeler méchants en fait, c'est la dernière analyse. C'est un petit peu comme un renoncement. C'est un aveu de faiblesse de la pensée. Alors évidemment, tout le monde ne pense pas comme ça. Moi je pense comme ça. Et c'est la thèse que j'ai envie de défendre dans cette vidéo. Et heureusement, je suis pas le seul à le penser. J'ai de bons philosophes avec moi, à commencer par le papa de la philosophie, le bon Socrate. Socrate dit une phrase, « Nul n'est méchant volontairement ». Ça veut dire qu'il y a d'un côté le mal, et de l'autre côté, la volonté. La volonté ne peut pas souhaiter le mal. Donc si on souhaite quelque chose qui est mal, c'est qu'on se trompe. C'est qu'on souhaite mal. Pour Socrate, on veut toujours ce qu'on pense être bien. Et donc personne ne veut le mal pour quiconque. Que ce soit pour les autres, ou surtout pour soi-même. Si on fait le mal, c'est à cause de la pire des choses chez Socrate, l'ignorance. Le pire des mots, MAUX, c'est l'ignorance. Et la pire ignorance, c'est l'ignorance d'être ignorant. Ça, c'est la thèse socratique. Mais c'est quand même compliqué de se dire que les pires atrocités de l'humanité, elles étaient commises par ignorance. Ça peut pas être une simple question d'ignorance. Il y a quand même de la méchanceté là-dedans, non? Et pourtant, on l'a vu ensemble, hein, dans la vidéo sur la solitude, rappelez-vous,
Je vous mets un extrait. Hannah Arendt aussi a souligné l'importance de la solitude, non pas pour soi, mais pour la société. En 1961, elle est commissionnée par le New Yorker pour couvrir le procès d'Adolf Eichmann, un officier SS qui a pris part à l'orchestration de l'Holocauste. Et en fait, elle se demandait comment c'était possible de faire quelque chose d'aussi monstrueux. Et elle se disait, il n'y a que des psychopathes cinglés pour prendre part à la Shoah. C'est pas possible. Et en fait, elle a été surprise de voir que même si ses actions étaient monstrueuses, Eichmann, la personne, l'individu, était au final assez ordinaire, quoi. Qui était pas démoniaque. Donc l'humain, on n'est pas teubé, hein, on n'est pas des animaux, hein, on a une raison. En même temps, on n'est pas diabolique. Alors d'où vient cette méchanceté? Les amis, pour continuer à défendre ma thèse, je vais invoquer un autre Pokémon. Peut-être l'un des meilleurs. Kant. Séquentiel est ma doctrine. Droite et franche, elle vous fascine. Emmanuel est mon prénom. Écorche-le, je t'assassine. Alors j'ai réalisé que j'ai fait ça, mais ça se trouve, je serais pas du tout dans le rythme de la chanson. Voilà, donc si jamais vous me voyez faire ça sur un rythme totalement inapproprié, je suis désolé. Pour Kant, si on met les problèmes mentaux de côté, si on veut pousser notre volonté à suivre la loi morale, il faut qu'on se rende indépendant de toutes nos inclinations naturelles qui nous poussent à satisfaire nos désirs ou nos intérêts, et notamment l'amour de soi. Quand il y a une question de moralité qui se joue, il va y avoir une balance avec, d'un côté, un mobile purement moral et un mobile sensible, de l'ordre de nos sens. Et pour lui, les êtres humains ont tendance à privilégier les exigences de l'amour de soi à celles de la moralité. C'est ce qu'il appelle le penchant au mal. Donc en gros, l'humain préfère simplement ce qui le rend heureux, parce que c'est de ça dont on parle, à ce qui le rend moral. C'est pour ça que Kant a cette phrase qui résume tout ça. C'est que la jouissance de la vie est une chose, la moralité en est une autre. Donc ça signifie pas que la volonté va être méchante ou mauvaise, mais plutôt qu'elle aura tendance à sacrifier l'exigence morale par rapport à la sensibilité. Donc pour Kant, c'est pas une question d'être diabolique, c'est une question d'être humain. C'est affreusement simple. Cette idée de vidéo, elle m'est venue en jouant à The Last of Us 2. En vrai, c'est une idée que j'avais déjà eue, mais elle a refait surface à ce moment-là, quand j'ai fini le jeu il y a pas si longtemps. The Last of Us, c'est vraiment ma série de jeux préférée, en fait. On est dans un monde post-apocalyptique. Vraiment, c'est une sorte de Covid qui a très très mal tourné, bien pire que ce qu'on a là. Vous explorez ce monde-là et vous rencontrez d'autres factions humaines qui essaient de survivre, des zombies, bref, ce genre de choses. Dans ce deuxième opus, il y a une particularité. Alors attention, je vais vous mettre un timecode parce que je vais spoiler, et donc si vous voulez arriver à la fin du spoiler, par exemple vous êtes en train de jouer à The Last of Us 2 ou que vous comptez y jouer très prochainement, voilà, sautez le spoiler, je vous mets un timecode ici. Dans ce deuxième opus, on commence par une scène très dure. Il y a le camp adverse qui nous kidnappe et qui commet un truc impardonnable. Je rentre pas dans le détail parce que même si vous êtes prêt à être spoilé, je sens rien que je le fasse gratos, mais vraiment c'était une scène insoutenable à regarder. À travers tout le jeu, du coup, on va vouloir se venger. Sauf qu'à un moment, on nous fait jouer l'antagoniste. On va donc comprendre ses motivations et comprendre que ceux qu'on pensait méchants ne le sont pas vraiment, en fait. On les pensait méchants parce qu'on n'avait pas les infos. On ne pouvait pas comprendre leur souffrance. Et en fait, à plusieurs moments dans le jeu, on se dit « Mais attends, mais c'est moi le méchant, en fait. C'est pas bien, là, ce que je suis en train de faire. » Et donc, le jeu joue de ouf sur notre perception entre le bien et le mal, qui est le gentil, qui est le méchant, et ça change, et c'est fou. Fin de spoil. Tout ça pour dire que quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui souffre. Il y a le fabuleux Géraud de la chaîne Doc Géraud qui parle de mécanique de game design. C'est hyper intéressant, hein. Il dissèque des jeux vidéo, puisque lui-même il en fait, et donc il nous explique comment ça marche, etc. Et donc j'avais parlé avec lui de The Last of Us, et il avait quelque chose à rajouter sur ce thème-là. Il m'a envoyé une petite vidéo, je vous montre juste son point de vue, que je trouve hyper intéressant. Quand tu jouais à The Last of Us 2, on en discutait un petit peu tous les deux, et il y avait un truc intéressant qui revenait par rapport à ce que tu retenais du jeu, le fait qu'il n'y ait pas vraiment un camp qui pense faire le mal en massacrant tout le monde. Ce truc qui m'intéresse, c'est qu'il y a une vraie différence entre le regard du joueur sur ses propres actions et le regard du spectateur sur ses mêmes actions. En fait, quand on est en train de jouer à un jeu vidéo, on perçoit tout comme une information d'intensité plus ou moins forte, et qui va nous aider à savoir si ce qu'on a fait est réussi ou non, et qui va aussi nous aider à prendre des décisions sur ce qu'on va faire ensuite. Et dans The Last of Us 2, c'est exactement pareil.
En tant que joueur, je vois pas un mec qui explose de manière horrible sur ma grenade avec ses membres qui volent partout, etc. Et même si je sais que le gars va être déchiqueté, je lance pas cette grenade par cruauté. Je vois plutôt un visuel vif et intense qui me dit que j'ai réussi mon coup et que je peux passer au problème suivant. J'égorge pas non plus un mec par surprise avec un plaisir sadique. Mais je kiffe parce que c'est une opportunité de jeu réussie et qui va par exemple me permettre de continuer à choper d'autres gars par surprise et ne pas dépenser des ressources rares comme des munitions. En gros, c'est un petit peu de l'optimisation. D'ailleurs, quand j'ai fait le jeu une première fois, bien sûr j'ai trouvé ça violent dans sa représentation, mais pas tellement dans les parties où je jouais qui, elles, étaient plutôt satisfaisantes. Alors qu'en regardant ensuite des gens y jouer sur YouTube, j'ai trouvé que la mise en scène, les exécutions, les tactiques de jeu, tout était hyper cruel et hyper violent. C'est deux regards différents, deux façons de voir les choses. Merci beaucoup Géraud pour ce point de vue qui est hyper intéressant. Je vous invite à le suivre, c'est vraiment du taf de qualité. Et ça n'a rien à voir, mais depuis qu'il a fait de l'escalade, il a pris des épaules. Géraud, je te l'ai déjà dit, je te le redis en vidéo devant tout le monde. Mec, Waouh. Alors voilà, il y a des actes de méchanceté, c'est vrai, mais est-ce que pour autant, il y a des méchants? Est-ce que ce n'est pas que des aveux de faiblesse? Est-ce que ce n'est pas que des renoncements? Est-ce que ce n'est pas que du manque de compréhension de la psyché de l'autre et de son histoire, de son point de vue? Est-ce que parfois l'humain choisit le mal pour le mal, ou bien tout simplement, l'humain ne choisit pas le bien pour d'autres raisons? Vous connaissez mon point de vue sur ces questions-là maintenant. Alors je me permets quand même une petite précision sur la responsabilité. Parce que c'est important, j'ai pas envie qu'on me dise « Mais s'il n'y a pas de méchants, dans ce cas-là, pourquoi les condamner, etc. » Il n'y a rien à condamner. Donc dans ce cas-là, c'est les pardonner, c'est dire que voilà, tout ça peut être admis, et qu'il n'y a pas... finalement, ils sont pas responsables de ça, parce qu'ils sont pas méchants. Est-ce que tout ça, ça déresponsabilise la méchanceté? Non. On est toujours tenu responsable de nos actions, quel qu'en soit le motif, en fait. Qu'on ait choisi le mal pour le mal, ou bien qu'on n'ait pas choisi le bien pour d'autres choses, comme dirait Kant pour l'amour de soi, c'est un motif qui aboutit à une action, et cette action, on en est, quoi qu'il arrive, responsable. C'est pas quelque chose qui change. Et les actes de méchanceté doivent être condamnés. Le méchant, par contre, lui, il n'existe pas. Et d'ailleurs, il est temps que je vous parle d'un dernier truc. Oh, qu'est-ce que vous faites là, quoi? Il est 4h47 du matin, je suis en train d'écrire mon script et tout. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, je sais pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour que je vous parle de NordVPN. Mais si. Écoutez, je suis youtubeur, je dois vous parler de NordVPN. NordVPN, c'est un service que j'utilise depuis 1 an maintenant, je crois. Un VPN, c'est un Virtual Private Network, donc un réseau privé virtuel. Je vous la fais courte, mais en gros, ça permet de vous protéger quand vous allez sur Internet, notamment lorsque vous allez sur des connexions publiques, genre, je sais pas moi, au McDo par exemple, et que vous allez sur des sites qui sont pas HTTPS. Donc j'avoue que moi, pour être serein, je l'active voilà, dès que j'utilise des Wi-Fi d'aéroports, de restaurants, d'hôtels, ce genre de choses. Mais c'est pas ça la plus grosse utilisation que j'en fais. Vu que c'est un réseau en fait privé virtuel, vous pouvez faire croire que vous vous connectez de n'importe où dans le monde. Donc ça c'est très utile par exemple si vous voulez regarder le catalogue Netflix aux États-Unis. Mais j'avoue c'est pas pour ça que j'utilise. Moi j'avoue j'utilise surtout pour utiliser certains sites lorsque j'écris mes vidéos, voilà, quand je fais des recherches. Et parfois c'est des sites qui ne sont pas accessibles du lieu où je suis. J'ai pas envie d'entrer dans le détail, mais ça m'est très utile. Alors c'est sur desktop, mais c'est aussi sur mobile. Et donc là, admettons, j'ai envie de me connecter en France. Bim, Quick Connect. Et ça y est, je suis connecté à un VPN. Je peux aussi par exemple choisir de me connecter depuis les États-Unis. Voilà, hop. Vous avez une garantie 30 jours, satisfait ou remboursé. Donc voilà, si vous voulez tester le truc, allez-y. Et d'ailleurs, ça peut être aussi utile si vous voyagez dans certains pays qui bloquent les accès à l'extérieur. Il y a un service client 24h sur 24, 7 jours sur 7 en français. On apprécie. Et vous pouvez avoir jusque 6 appareils connectés simultanément sur le même compte. Moi, j'ai mon téléphone, j'ai mon iPad, j'ai mon ordi. C'est déjà bien assez. Vous avez une énorme promo sur le plan de 2 ans et 1 mois gratos. Ça se passe sur nordvpn.com/SiriusNorth. Et je les remercie énormément d'avoir sponsorisé cette vidéo sur la méchanceté. C'est le genre de vidéo où c'est pas évident de trouver un sponsor. Et ils ont accepté. Merci à eux. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et si vous le faites pas, c'est pas grave. Je sais que c'est pas par méchanceté. Suivez-moi sur Insta, je fais des stories hors du commun. Love, peace. Ciao.